Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman autobiographique de Joseph Kessel qui s'intitule Les Temps sauvages. Ce roman a été publié en 1975. À la fin de la Première Guerre mondiale, on cherche des volontaires parmi les membres de l'escadrille concernant des aviateurs afin d'aller en Sibérie pour lutter une fois de plus contre les Allemands. Personne ne veut y aller sauf le narrateur. À 20 ans, le narrateur embarque sur un bateau pour traverser l'Atlantique. Le jour du départ a lieu l'armistice. Il traverse les États-Unis allant de New York à San Francisco. Les soldats sont accueillis comme des héros. Ce sont les premiers à revenir de la guerre et ils sont aviateurs. L'aviation en 1918 ne se développait que depuis peu. Début 1919, le narrateur embarque sur un bateau qui traverse le Pacifique. Ils font une escale à Honolulu puis au Japon. Ils arrivent à leur destination finale, qui est Vladivostok. Dans cette ville, le port appartient aux Japonais et le rail aux Tchèques. De nombreuses nationalités y sont présentes. Quelquefois leur objectif est clair, mais ce n'est pas toujours le cas. En 1919, dans cette ville régnait un grand foutoir. Les avions ne sont pas encore là et on donne diverses missions aux aviateurs afin de les occuper. Le narrateur a pour mission de retrouver le ravitaillement qui a été perdu au volet et de le ramener en train jusqu'ici. Le narrateur sera accompagné d'un soldat tchèque qui s'appelle Milan. Le narrateur part en mission. Il va voir le chef des services ferroviaires qui est un colonel. Pour aller le voir, il faut passer devant un tas de miséreux, repoussés par les blancs et les rouges, et qui ne peuvent pas aller plus loin car ils sont bloqués par l'océan Pacifique. Ils sont plus morts que vifs. Il faut que le narrateur donne des pots de vin pour avoir un train et des personnes pour travailler pour lui. Il trouve un train avec des personnes mortes à l'intérieur. Une femme est encore en vie, mais elle est remplie de poux, ce qui dégoûte le narrateur. Il revient vers le colonel car il a besoin de parler. Il y voit un officier cosaque qui frappe avec un fouet un employé, puis le colonel de la gare. L'officier cosaque invite le narrateur là où il habite. Il s'agit d'un train, non pas miteux comme celui où il a retrouvé les cadavres, mais luxueux. Dans ce train, l'officier et ses compagnons font la fête, ils boivent et mangent. Tout s'arrête quand le colonel Meyrouz arrive. Il s'agit d'un ancien bagnard. Au bout d'un moment, le colonel dit au narrateur de partir. Au lieu de retrouver la marchandise, le narrateur l'achète à un marchand sous le conseil de Milan. La marchandise sera mise dans le train grâce à des coulisses, des travailleurs chinois qui se font exploiter. En attendant que le train soit chargé, le narrateur va dans une boîte de nuit qui s'appelle l'aquarium. Dans cette boîte, tout le monde est ami, l'alcool coule à flot et tout le monde fait ce qu'il veut. Un homme danse en kilt, un autre tire dans le plafond avec son revolver. Les prostituées servent à assouvir les besoins des soldats. Le narrateur y retourne plusieurs fois. Il se fait l'ami des prostituées. Léna, une nouvelle entraîneuse, vient. Elle n'est pas jolie, elle est petite et frêle. Elle est chanteuse, mais elle chante mal. Vassili, qui est le gérant de la boîte, la pousse à boire et à se prostituer. Le narrateur et Léna se promènent ensemble. Elle lui raconte sa vie. Elle a dû commencer son travail de couturière à 12 ans. Elle a ensuite eu une histoire d'amour avec un capitaine. Ce dernier a été mobilisé à Vladivostok. Il a emmené Léna avec lui, puis il l'a abandonnée. Quand le lendemain le narrateur revient à l'aquarium, Léna n'est pas là, elle serait malade. Vassili, le gérant, lui donne l'adresse de Léna. Il s'y rend en lui apportant des médicaments. Elle pense tout d'abord qu'il s'agit du Père Noël, qui est un vieil homme qui est veilleur de nuit et qui, un jour à Noël, a invité la jeune femme chez lui. Quand elle voit qu'il s'agit du narrateur, elle se met à crier. Cependant, elle reprend son calme quand elle voit qu'il lui a apporté des médicaments et qu'il vient par amitié. Elle lui donne rendez-vous pour le lendemain. Ils se voient à l'aquarium, puis ils reviennent en traîneau. Quand ils sont arrivés devant chez elle, elle lui demande ce qu'il attend d'elle. Il répond qu'il veut coucher avec elle. Léna se met en colère et lui dit qu'elle a une maladie. Son Père Noël arrive et la calme. Quand le narrateur revient à l'aquarium, il apprend que les volontaires vont être de retour chez eux.
Pour la dernière soirée à Vladivostok, l'aquarium fait une fête encore plus importante que d'habitude. Le narrateur fait beaucoup de folie pour ne pas s'apercevoir de la présence de Léna. Le lendemain, à l'âge de 21 ans, il repart sur son bateau. Le temps sauvage est une œuvre noire. Aucune justice n'y règne, la compassion n'existe pas. Les deux seuls éléments qui fonctionnent sont la terreur et l'argent. Le narrateur a du mal à supporter tout ça. Il vient pourtant de sortir de la Première Guerre mondiale. Il ne supporte pas les miséreux entassés dans la gare ou les wagons. Il semble choqué la première fois où on lui remet beaucoup d'argent pour qu'il aille chercher le convoi. Il ressent une émotion lorsqu'il est invité dans le wagon luxueux où les soldats ne manquent de rien, alors qu'à quelques pas d'eux, des gens croupissent dans leur misère. Puisqu'il ne supporte pas ça, il s'assomme d'amusement, de bruit, d'alcool à l'aquarium, seul lieu qui lui permet de fuir la misère et le chaos de cette ville en ce temps-là. Il sera le seul à essayer de comprendre Léna, une femme qui n'a pourtant pas beaucoup d'intérêt. Elle est pauvre et elle est tombée dans une plus grande pauvreté. Elle est acculée au point de devenir une prostituée. Elle est malade et elle n'est pas jolie. C'est pourtant pour cette femme, et non pour les autres prostituées qu'il croise, qu'il va s'intéresser à quelqu'un d'autre. Il s'inquiète pour cette femme quand elle sera malade. Cependant, ses efforts seront gâchés par son envie de cette femme, qui est maintenant payée pour coucher avec des hommes qui ne lui plaisent pas, et elle est en partie volée par son proxénète. Elle se réfugie finalement auprès du seul homme, le Père Noël, qui est capable de la protéger et de lui donner de l'attention sans lui demander de faveurs sexuelles. L'attitude du narrateur lors de sa dernière soirée à Vladivostok ne sera que le reflet de la nuit précédente. Il ne se rattrapera pas. Il fera tout pour ne pas remarquer Léna. Puis boucler les cantines et me préparer pour la fête que, en retour, je donnais à l'escadrille. Une fête russe. Où? Ça ne pouvait être qu'à l'aquarium. Tout le monde ne s'était pas engagé à venir. Quelques-uns, après le banquet de la veille, craignaient la fatigue, d'autres le déchaînement, le scandale. Bob, le chagrin d'une maîtresse abandonnée. Il y eut tout de même une poignée de braves, et j'ai recruté l'Écossais au kilt, le Canadien au revolver et beaucoup d'autres. Eux ne se sont pas fait prier. Nous avons fini par être dans la grande salle une bonne quarantaine. La table était magnifique. Vassili en avait pris soin, nappes étincelantes, vaisselle et verreries les plus luxueuses de l'établissement, argenterie polie comme un miroir, montagne de zakouski, vodka de 6 espèces, champagne millésimé. La dépense ne m'inquiétait pas, j'avais traité à forfait, mon dernier mois de rouble de double solde. Après, j'avais crédit ouvert chez les consuls de France. Je me suis donné à fond. C'était, celle-là, une vraie, saine festivité, une célébration, un salut au destin. Et puis je voulais montrer à mes camarades mon pouvoir en ce lieu, et le barine que je savais être, le grand jeu. Je ne restais pas un instant sur place. J'imposais toast sur toast. Je cassais et faisais casser les verres. Je harcelais, excitais, déchaînais l'homme de l'accordéon et l'homme de la balalaïka. J'allais chercher les entraîneuses, les poussais, les tirais jusqu'à la table, les faisais boire sans merci. Pendant ce va-et-vient, Léna est entrée. Le vacarme que prodiguait notre table a forcé un instant son attention. Si elle m'a vu, elle n'en a rien montré. Elle a gagné sa place habituelle. Alors j'ai redoublé d'efforts, de folie. Il fallait à tout prix oublier cette présence. J'y suis parvenue. J'ai incité le major Robinson à danser avec son kit. Le Canadien a pulvérisé le plafond au-dessus de nos têtes. J'ai raconté des histoires obscènes aux entraîneuses pour tirer d'elles leurs rires les plus aigus. Léna a chanté, mais de sa place, une romance sucrée, bébête, qu'elle débitait mécaniquement. Personne ne l'a écoutée. Vassili est venu s'asseoir près d'elle, a posé une main sur son épaule. Ils ont bu du vin du Caucase. De ne plus la voir seule m'a entièrement libérée. J'ai recommencé les toasts. J'ai rameuté tout l'orchestre. Les violons criaient, gémis, pleuraient pour chacun tour à tour. Les garçons de salle, les serveurs balayaient les débris de vaisselle rompue. Tout finit toujours. Les uns sont partis à des tables voisines. La fatigue en a chassé d'autres. Quelques-uns se sont endormis sur la nappe humide et souillée. Quelques-uns sont allés vomir. Les entraîneuses faisaient la tournée des loges.
Mais moi, je devais tenir le coup. C'était ma fête à moi, mes adieux aux gisants de la gare, aux coulisses, aux cosaques du colonel sans narine, aux Tcheplouchki du typhus, à l'aquarium. J'ai été au lavabo m'asperger la figure d'eau froide. En revenant, rafraîchi, peigné, dégrisé, à ce qui restait de notre bande, je suis passé près de la table de Lénard. Sur l'une de ses chétives épaules était posée la main de Vassili, sa lourde, énorme main de videur. Elle aurait dû plier sous le poids. Elle ne semblait pas le sentir. Il avait su la rendre légère. J'ai hésité, oh, à peine. Simple sentiment de décence. Mais le même sentiment m'a retenu. Qu'allais-je faire entre eux? J'ai passé mon chemin. Ils ont quitté la salle peu après. Quand Vassili est revenu, ayant sans aucun doute ramené chez elle Lena, je n'avais plus pour convive que le major Robinson, le capitaine canadien et une entraîneuse qui sanglotait sur mon sein. Dans la salle, personne. On ferme, a dit doucement Vassili. Le jour est levé. J'ai envoyé dinguer la tête de la grasse et belle fille. Le jour, mon bateau. J'ai eu la chance de ne pas le manquer. Je n'avais connu à Vladivostok que des nuits blanches. Aucune ne m'avait tant sonné que celle-ci. J'ai cru tomber en arrivant sur le pont. Je ne pensais qu'à une chose, être capable de gagner sans aide ma cabine. Mais la sirène a ululé, mais a éclaté comme un triomphe le fracas des glaces qui se rompaient sous l'étrave du paquebot. Je me suis accroché à la rambarde. À moi venaient les mers de Chine, l'océan Indien, la mer Rouge et toutes leurs escales. Quand j'ai rejoint ma cabine, j'ai vu par le hublot un vague alignement de maisons minuscules et soudées l'une contre l'autre qui disparaissaient avec la côte d'Asie. C'était la ville où quelques jours plus tôt j'avais eu 21 ans.